Merci beaucoup. Il n'y a pas aucun lobbying cardiologique, hein. Les cardiologues sont des moutons. Voilà mes conflits d'intérêts. Alors, juste pour parler du traitement pharmacologique antithrombotique du syndrome coronaire aigu, c'est quelque chose d'assez compliqué. Parce que ça va globalement de la petite douleur thoracique qui a un ECG normal et qui n'a pas de troponine et qui est quand même peut-être un syndrome coronaire aigu, jusqu'au patient qui vient de faire l'arrêt, qui a un ST+, et qui a forcément de la troponine également. Donc ça, toutes ces diapos-là, vous pouvez les retrouver, c'est dans les guidelines de la Société européenne de cardiologie. Et donc en fait, finalement, c'est pas du tout les mêmes patients. Il y a un grand range de patients, et ça va être un art finalement et une grande réflexion de savoir chez qui on va utiliser quoi, et ça va être le sens de ma présentation. Alors juste avant d'aborder sur le traitement, juste pour vous rappeler que les événements coronaires aigus, on les regroupe tous. Pourquoi est-ce qu'on regroupe finalement la simple petite douleur thoracique avec troponine négative et le ST+, qui va mal? On les regroupe tous parce qu'on pense que la base, et ça a été dit très bien auparavant, que la base de le physiopathe, c'est un thrombus intracoronaire. Et à partir du moment où on pense que dans l'histoire du patient, il y a un thrombus intracoronaire, eh bien, c'est un syndrome coronaire aigu, parce que la vie d'un thrombus, c'est de bouger beaucoup, c'est de grossir naturellement, et donc de devenir obstructif. C'est comme ça qu'un ST- devient un ST+. Et donc c'est la base physiopathologique qui fait qu'on réunit dans le même sac toutes ces pathologies la simple douleur thoracique qui pourrait être un ST+, un SC, un ST-, jusqu'au ST+ en arrêt. Alors voilà une image de thrombus. Vous voyez que ça n'atteint pas toujours une artère qui a une sténose sévère, et c'est bien le paradoxe. C'est des fragilisations de plaques qui sont souvent des plaques jeunes, avec une petite chape fibreuse. Si on avait fait une coronarographie à ce patient-là avant qu'il meure 2 jours ou 3 jours avant, on n'aurait quasiment rien vu. On aurait vu une petite irrégularité à l'endroit de la lésion, mais on n'aurait absolument rien fait. Et c'est tout le paradoxe du ST+, c'est que ça apparaît dans 50% des cas sur des plaques jeunes qui sont pas très très serrées. Alors le problème qu'il y a quand on a un patient chez qui on suspecte un syndrome coronaire aigu, alors on suspecte souvent un syndrome coronaire aigu parce qu'il y a une douleur, parce qu'il y a des modifications électriques et surtout parce qu'il y a de la troponine. Et je vais vous parler pas mal de troponine parce que c'est un élément majeur du diagnostic. Eh bien tout le problème va être de savoir et principalement sur des patients instables aussi, par exemple en réanimation. Si on est face à un patient qui a vraiment une douleur parce qu'il est en train de boucher son artère avec un thrombus, donc il est instable sur le plan thrombotique, ou si le patient a finalement une douleur parce qu'il a des lésions coronaires stables, mais que simplement, à un moment donné, pour des raisons X ou Y, il a eu besoin de plus d'oxygène, besoin de plus de nutriments, et il devient ischémique parce qu'il a besoin, il a recruté son myocarde pour une raison d'effort, de stress. Et tout le problème va être de savoir, quand on est face à un syndrome coronaire aigu, si on est vraiment devant quelque chose qui est un très gros risque thrombotique, donc un risque d'occlusion thrombotique aiguë, ou si c'est simplement finalement une plaque qui a peut-être une petite surcharge thrombotique locale, mais qui a parlé parce qu'il y a le patient qui est instable par ailleurs. Alors c'est tout le problème de la définition de l'infarctus et de la présence de troponine. Est-ce que la troponine est liée à un thrombus qui progresse ou est-ce que c'est lié à l'état général aussi du patient sur une maladie coronaire connue? Et on sait qu'il y a plein de choses qui peuvent provoquer l'augmentation de la troponine et la suspicion de syndrome coronaire aigu. Un patient par exemple qui est rapide, qui a une arythmie complète perforation auriculaire, un patient qui est en insuffisance cardiaque, un patient qui a une hypertension assez sévère ou au contraire un état de choc qui est en hypoxie. Donc ça c'est quelque chose que vous connaissez bien en tant que réanimateur. Et donc on a plein de causes dans lesquelles on peut provoquer une souffrance du myocarde sans qu'il y ait vraiment un problème thrombotique important. Et donc dans ce cas-là, ce patient, le traitement antithrombotique, certes on va le faire parce qu'on ne peut jamais éliminer qu'il y ait eu un thrombus local dans l'artère, mais on va le faire en ne prenant pas de risque de saignement. Et toute l'histoire du syndrome coronaire aigu va essayer de trouver la bonne solution entre je veux traiter le thrombus, mais je ne veux pas non plus trop faire saigner. Est-ce que ce patient est vraiment à très haut risque thrombotique ou est-ce que ce patient est simplement pas à très haut risque thrombotique, mais à risque d'ischémie parce qu'il a un problème hémodynamique associé? Alors la base du traitement, c'est 2 types de traitements. C'est d'abord le traitement anti-agrégant plaquettaire
Et je vous ferai pas l'injure de vous rappeler que les plaquettes, c'est quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose qui s'active avec plein de voies différentes, puisqu'il y a plus de 10 à 15 voies d'activation de l'agrégation plaquettaire. Et qu'en pratique, on peut en bloquer deux. On peut bloquer celle de l'aspirine, celle de l'acide arachidonique et celle de l'ADP, mais une plaquette reste active par plein d'autres voies. On a une deuxième façon de la bloquer, c'est de bloquer finalement la main de la plaquette. Lorsque la plaquette s'agrippe au fibrinogène ou au facteur tissulaire, elle le fait par les récepteurs GP2B3A, et on peut bloquer aussi les plaquettes par ce biais-là, mais finalement, quand on regarde un petit peu la littérature, ce type de traitement bloqueur des GP2B3A n'a jamais permis de prouver un vrai bénéfice par rapport au fait de bloquer par les voies classiques de l'ADP et de l'acide arachidonique. Alors, le syndrome coronaire aigu et le thrombus intracoronaire, c'est des plaquettes, mais comme vous montre cette très belle photo en microscopie électronique qui a été faite par l'équipe de la Pitié, c'est pas que des plaquettes, c'est aussi des globules rouges, c'est aussi de la fibrine, et c'est bien sûr des plaquettes, et donc c'est non seulement des plaquettes, mais aussi de la coagulation classique. Et donc il va falloir, lorsque vous traitez, vous avez besoin d'un traitement antithrombotique chez un patient qui a un syndrome coronaire aigu, il va falloir traiter à la fois les plaquettes, mais également la coagulation générale. Je vous rappelle que les plaquettes provoquent l'activation de la coagulation générale aussi. Donc le choix, on va l'avoir. On va avoir d'un côté un traitement antiplaquettaire et de l'autre côté un traitement anticoagulant pour jouer sur les deux phases. Le traitement anti-agrégant plaquettaire, eh bien, on va avoir l'aspirine qui va être systématique. Chez tous les patients coronariens, l'aspirine reste la base du traitement. Peut-être que dans les années qui viennent, ça va changer. Il y a des études pour essayer de voir si on pourrait se passer d'aspirine, mais jusqu'à preuve du contraire, on ne s'est jamais passé d'aspirine. Donc l'aspirine va être toujours une base. Et puis après, on va avoir le choix entre soit des inhibiteurs de l'ADP avec des puissances variables, on va en reparler après, des bloqueurs GP2B3A, mais qu'on utilise nous maintenant quasiment plus qu'en rescue lorsque le patient ne va pas bien en cours de coronarographie. Donc voilà grosso modo le choix qu'on va avoir, qu'on va discuter. Et on va sur le plan anticoagulant, eh bien on va avoir le choix grosso modo entre l'héparine non fractionnée, l'héparine de bas poids moléculaire, le fondaparinux en termes d'héparine, et puis la bivalérudine qui est actuellement en période de retrait en cardiologie après avoir été très utilisée par les Américains. On se rend compte que, et j'en parlerai donc très peu, qu'elle est intéressante en cours de procédure, mais avec des épisodes de récidive thrombotique après. Peut-être que les durées de traitement de bivalérudine qui ont été essayées dans les essais n'étaient pas assez longs, et on a donc des thromboses de stent post-arrêt du traitement par bivalérudine qui font remettre en question cette molécule. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cas? Je vais vous prendre un premier cas. Le premier cas, c'est le cas typique du ST+. Dans le ST+, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi est-ce qu'on a un ST+? Parce qu'on a une occlusion thrombotique de l'artère qui ne circule plus avec une ischémie, et clairement, on est sur un patient qui a une thrombose majeure d'une coronaire. Donc dans le ST+, le problème va être simple, il va falloir être très agressif sur la thrombose, et on ne va pas trop faire attention au risque de saignement, puisqu'on a un problème de viabilité du myocarde à respecter, donc il va falloir être très agressif. Donc c'est vraiment la thrombose, le traitement de la thrombose qui va l'emporter. Et le traitement de la thrombose, donc comme je vous l'ai dit, ça va être de l'aspirine, immédiatement. Alors les recommandations disent oral ou intraveineux. Nous, on travaille beaucoup sur l'aspirine à la Riboisière, et je peux vous dire que l'intraveineux, ça marche beaucoup plus vite que l'oral. Il y a des problèmes d'absorption à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde qui sont assez clairs, à la fois pour l'aspirine et à la fois pour l'éthiénopyridine, qu'il vaut mieux, quand on peut faire IV. Et deuxièmement, un bloqueur des récepteurs à l'ADP. Je vais vous reparler du choix après. Donc ça, c'est la partie anti-agrégant. Et sur la partie anticoagulant, vous voyez que les recommandations sont larges. Elles vous disent soit de l'héparine non fractionnée, soit de la bivalérudine, soit de l'enoxaparine, soit du fondaparinux. Alors, sauf le fondaparinux en phase aiguë, qui est contre-indiqué parce qu'il n'est pas assez puissant, mais ça va être soit héparine, enoxaparine ou bivalérudine. Alors pour s'y retrouver, je vous propose de reprendre les recommandations qu'on a faites avec le SAMU de Paris et pour toute la PHP, des recommandations de la prise en charge pour les médecins qui sont dans les camions de SMUR, et la recommandation, parce qu'il faut faire un choix à un moment donné, il faut se mettre autour d'une table, et c'est peut-être un des messages de cette présentation, il faut se mettre autour d'une table et essayer d'avoir une procédure bien établie pour chaque centre qui peut recevoir un syndrome coronaire aigu. Donc en cas de ST+, à moins de 12 heures, le traitement antithrombotique, c'est de l'aspirine IV.
la dose importe peu. On a une dose, un effet maximum à partir de 100, en tout cas 250 mg sans problème. Ça sert à rien de faire 1 gramme. Entre 1 gramme 500 et 250, c'est du pareil au même. Donc au moins 100 mg d'aspirine IV. Et ce qu'on a proposé au niveau de Paris, c'est du Lovenox, parce que le Lovenox a montré une supériorité par rapport à l'héparine IV. Alors le problème du Lovenox, c'est qu'il empêche l'utilisation après de bivalérudine pour les cordographistes. Mais comme je vous ai dit que cette molécule était un petit peu en perte de vitesse, je crois que sans aucun risque, vous pouvez prendre du Lovenox à la dose habituelle. Donc ça, c'est la partie donc aspirine, Lovenox et Brilique ou Effiant. Alors, vous savez que l'Effiant, le Prasugrel, a une recommandation, a été largement étudiée dans cette indication-là. Le problème de l'Effiant, c'est qu'il a une contre-indication chez les personnes âgées, à plus de 75 ans, ou ayant un antécédent d'accident vasculaire cérébral, ischémique, transitoire ou permanent. Donc, dans ces cas-là, on va dire que le Brilique n'a pas ces contre-indications. Donc, dans le doute, le Brilique est plus facile à utiliser que l'Effiant. On fait toujours une dose de charge de ces molécules parce que le délai, c'est pas pour les rendre plus efficaces, c'est pour les rendre plus rapidement efficaces parce que ces molécules ont un délai d'action. Ce délai d'action est minimum de 2 à 4 heures et on sait qu'en ayant des doses de charge, on accélère le processus, l'activation, l'activité de ces molécules. Elles interviennent à ce moment-là plus tôt. On donne des antalgiques également. Alors vous savez qu'il y a une polémique actuellement sur la prise en charge par morphine de ces patients, parce que quand on regarde les effets de la littérature et l'étude Atlantique l'a montré aussi, peut-être que l'injection de morphine à la phase aiguë de l'infarctus pourrait bloquer l'absorption d'un certain nombre de molécules, puisque ça provoque une paralysie digestive, et donc un blocage de l'absorption, et pourrait expliquer que quand on fait des méta-analyses sur l'utilisation de la morphine à la phase aiguë, eh bien on se rend compte que les patients morphinés ont peut-être un moins bon pronostic à la phase aiguë que les autres, peut-être par ce problème d'absorption. Donc, dans le ST+, c'est assez facile, ça va être aspirine, Brilique ou Effiant, en sachant que si vous avez hésité, mettez plutôt Brilique qui est plus large d'indication, en dose de charge, l'aspirine IV et le Lovenox. Et l'idée est d'aller emmener le patient le plus rapidement en salle de cathé. Il y a aussi les patients qu'on appelle STEMI-like, que vous pouvez traiter un peu comme des STEMI. C'est quoi un STEMI-like? C'est un ST-, donc il n'y a pas de sus-décalage, mais qui a des critères de gravité. Alors les critères de gravité qu'on prend pour un ST-, qu'on fait devenir en fait comme un ST+, like, c'est un patient qui a une douleur thoracique qui dure, vous n'avez pas de sus-décalage de ST, mais la douleur thoracique dure plus de 20 minutes, se persiste. Souvent l'électrocardiogramme est modifié. Et puis on a soit un choc cardiogénique débutant, soit des troubles du rythme ventriculaire, donc soit la persistance de la douleur pendant plusieurs dizaines de minutes. Et ce genre de patient, il faut s'en méfier. D'abord, ce que je vous conseille déjà, c'est de faire des électros qui varient un peu en hauteur. Parfois, quand on met V4, V5, V6, un espace intercostal en dessous ou au-dessus, on retrouve un sus-décalage qu'on n'avait pas vu sur le précédent électro. Donc refaites des électros avec des électrodes positionnés un peu différemment. Et chez ce type de patients qui sont des ST-, mais qui se présentent mal, graves, à cause du choc cardiogénique, à cause des troubles du rythme ventriculaire ou de la persistance de la douleur, eh bien, on va traiter-les comme des ST+. Alors, pour ce qui est de la fibrinolyse, le traitement antithrombotique de la fibrinolyse, ça a été largement discuté de qui on fibrinolyse ou pas avant, sans polémique. Mais quand on prend la fibrinolyse, eh bien, on va faire un traitement qui est parfaitement établi dans les recommandations et que je vous ai résumé ici avec les recommandations du SAMU de Paris, qui sont lorsque l'on fait de la thrombolyse, on va quelque part réactiver les plaquettes parce qu'on libère des monomères de fibrine qui vont être activateurs de la plaquette. Donc il faut toujours faire de la thrombolyse avec à la fois des antiagrégants plaquettaires et de l'héparine IV. Alors vous pouvez trouver ces recommandations ici que j'ai représentées ici partout sur le net. C'est les recommandations donc du SAMU de Paris et des centres de cardiologie interventionnelle qui prennent en charge les patients sur la région parisienne. Donc en cas de thrombolyse, donc ça va dépendre un petit peu de là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement c'est toujours la même chose, c'est antiagrégant plaquettaire de deux types, aspirine et thinopyridine, et un anticoagulant, Lovenox ou héparine. Alors, qu'est-ce qu'il en est du ST-? Alors dans le ST-, ça va être beaucoup plus compliqué, parce qu'autant dans le ST+, on sait qu'il y a de la thrombose de l'artère, il va falloir être agressif sur cette thrombose, donc on ne va pas trop faire attention au risque hémorragique, même s'il faut le faire quand même, mais on va être plus large. Alors que dans le ST-,
Vous avez vu, le ST-, c'est beaucoup de choses. C'est peut-être une toute petite artère, c'est peut-être simplement un patient qui a une toute petite lésion thrombotique d'une artère, mais comme il est dans un climat hémodynamique qui est pas bon, et parce qu'il est en fibrillation auriculaire, parce qu'il est un petit peu hypoxique, eh bien, il a mal. Donc finalement, la charge thrombotique de l'artère, le problème thrombotique à l'intérieur de l'artère, est peut-être pas si majeur que ça. Et donc il va falloir faire très attention au risque de saignement. Et actuellement, un ST- a autant de risques de thrombose que de risques de saignement. Donc il faut se méfier. Et on sait que la survenue d'un saignement chez un patient qui fait un syndrome coronaire aigu est un signe de très mauvais pronostic. Sur le pronostic des patients qui saignent en phase aiguë de ST-, eh bien, enfin, juste après le ST-, ont un risque de mortalité qui est très élevé. Donc il faut éviter de faire saigner ces patients. Il va falloir faire la balance de dire, est-ce que je suis très agressif sur le traitement antithrombotique? Oui, si j'ai pas de facteur de risque de saignement. Non, si j'ai des facteurs de risque de saignement chez ce patient. Alors, comment est-ce qu'on regarde si un patient a un risque thrombotique sur un ST- et un risque de saignement? Il faut faire des scores. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. En plus, ça vous protège, je veux dire, vis-à-vis de vos pairs et dans les discussions. Il faut faire des scores, soit le score de Grace ou le score de TIMI. Je vais présenter ici le score de Grace, qui est le plus classique en Europe. Le score de Grace va vous définir le risque de survenue d'un infarctus du patient et de décès, donc le risque thrombotique du patient. Donc ce score, vous pouvez le faire facilement sur votre téléphone portable, il est en logiciel libre sur tous les téléphones. Mais quand vous faites ce score de Grace et que vous estimez le risque d'évolution thrombotique du patient, eh bien il va falloir faire à côté le risque de saignement et estimer le risque de saignement parce qu'il est presque aussi important. Et vous voyez que c'est pas si simple que ça, parce que les risques prédictifs de thrombose, eh bien il y en a qui sont communs avec les risques prédictifs de saignement, et c'est tout le problème, c'est que les patients à risque thrombotique sont aussi les patients qui risquent de plus saigner. Les facteurs communs, c'est par exemple la fréquence cardiaque, la pression artérielle systolique, la fonction rénale et la présence d'une insuffisance cardiaque. Ces quatre facteurs sont des facteurs de risque de thrombose, donc de transformation d'un ST- en ST+, mais sont aussi des facteurs de risque de saignement. Et donc il va falloir quand même si ce n'est pas si simple que ça, essayer quand même d'estimer quel est le risque thrombotique de votre patient et quel est le risque de saignement pour adapter le traitement. Alors, ce qui peut vous permettre aussi, et c'est très à la mode en cardiologie, ce qui peut vous permettre aussi d'estimer ce risque, c'est la troponine. C'est-à-dire que dans les scores de Grace, qui est un score quand même un petit peu ancien, qui a environ une dizaine d'années, eh bien, on n'avait pas la troponine ultrasensible. Et la troponine ultrasensible, alors elle est embêtante parce qu'on trouve plein de patients qui ont des troponines ultrasensibles augmentées, mais elle est vachement intéressante pour une autre chose, c'est qu'on va regarder la cinétique de cette troponine ultrasensible. C'est-à-dire que grosso modo, voilà, ici vous avez l'algorithme 2015 de l'ESC sur le diagnostic des SCA ou SAU, aux urgences. Eh bien, on vous dit, faites 2 troponines à 3 heures d'intervalle, et on ne va pas tellement se fier, on va se fier à la valeur. Si la valeur est très augmentée, bien évidemment, on est sur un syndrome coronaire aigu à risque. Mais si on est sur des petites valeurs, on va regarder s'il y a une cinétique d'augmentation ou pas. S'il n'y a pas de cinétique d'augmentation, ou une cinétique d'augmentation qui est faible, eh bien, votre patient va être à pas trop haut risque thrombotique. Si par contre, la cinétique d'augmentation de la troponine est très très élevée, donc la deuxième troponine 3 heures après est beaucoup plus élevée que la première, c'est qu'on est probablement sur un patient qui est très à risque thrombotique. Donc c'est un élément supplémentaire qui va vous aider. On a même des évolutions, des mesures à 1 heure. Et ça, c'est aussi les recommandations 2015 de la Société européenne de cardiologie, qui vous montrent qu'avec, ça dépend de la troponine et ça dépend, voilà, faut regarder dans le texte parce que c'est un petit peu compliqué, qu'en faisant une troponine à H0 et H1, on a une bonne idée du pronostic du patient et du risque du patient et de savoir avec quelle agressivité il faut le traiter. Alors, comment donc on va le traiter? Comment on va traiter un ST-? On va se traiter un ST- avec toujours les mêmes traitements, anti-agrégants et anticoagulants, mais en s'adaptant au risque thrombotique et au risque hémorragique du patient. Alors, par exemple, sur le choix, alors l'aspirine, ça va être une base, toujours de l'aspirine, si possible IV. Pour ce qui concerne les tynopéridines, eh bien, vous allez avoir le choix, grosso modo, entre le clopidogrel qu'on réserve maintenant aux patients très âgés, très à risque hémorragique, le prasugrel qui, au contraire, lui, que vous allez utiliser chez un patient ST-, mais presque quasi ST+, les ST+-like, par exemple, le ticagrelor, qui est vraiment le tronc commun au milieu, qui est assez adapté pour tout le monde, une bonne efficacité thrombotique et un risque hémorragique qui n'est pas trop important. Et puis vous allez avoir le cangrelor qui va sortir bientôt, qui est un antiagrégant plaquettaire injectable, qui a l'avantage d'avoir une réversibilité beaucoup plus rapide et qui est assez puissant mais facilement réversible, et ça c'est assez intéressant. Donc en fonction du risque de votre patient, vous allez choisir soit un, soit l'autre, plus ou moins agressif.
Pour ce qui concerne les anticoagulants, c'est la même chose. Chez un patient à risque hémorragique ou un patient standard, on va dire, le fondaparinux qui provoque moins de saignement va être l'anticoagulant de choix. Et par contre, si vous êtes un patient qui a un faible risque de saignement et un haut risque thrombotique, parce qu'il a un score de Grace très élevé et un score de Crouzet qui est faible, par exemple, eh bien, vous allez plutôt utiliser de l'énoxaparine. Et puis, si vous êtes entre les deux, vous pouvez utiliser l'héparinivée, notamment si vous avez un risque de saignement et que vous voulez neutraliser le saignement s'il arrive. Donc, il va falloir faire sa cuisine entre ces trois anticoagulants-là. Pour terminer, il est important aussi de prendre en charge le risque de saignement, je vous l'ai redit. Il y a d'autres façons de le faire. S'adapter à la fonction rénale, je ne vous ferai pas l'injure de vous dire que les anticoagulants, il faut s'adapter à la fonction rénale. Nous, en coronographie, on utilise la voie radiale qui permet de diminuer le risque de saignement. Et il faut largement traiter, et on est assez systématique sur le traitement par IPP chez ces patients à risque. Le troisième élément, le dernier élément que je voudrais aborder, c'est le fait de savoir s'il est vraiment extrêmement important d'être très agressif avec les ST-. C'est-à-dire qu'est-ce que sur une suspicion de ST-, il faut tout de suite mettre l'anticoagulant, l'anticoagulant plaquettaire thiénopyridine, l'aspirine, tout de suite. Eh bien, il y a une étude qui est assez intéressante, qui est l'étude ACOST, qui a pris des non-STEMI, donc des ST-, qui avaient une troponine augmentée et chez qui on randomisait, soit on donne du prasugrel tout de suite. Alors les doses de prasugrel ne sont pas tout à fait les doses qu'on utilise habituellement dans le ST+, donc soit une petite dose de prasugrel tout de suite, soit on attend l'arrivée en salle d'hospitalisation. C'est tous des patients qui ont une coronographie. Eh bien, quand on regarde l'intérêt de traiter plus tôt ces patients, eh bien, vous voyez qu'il n'y a aucun bénéfice. Et ça pose la question de dire, quand on a une suspicion de ST-, faut-il lui sauter dessus tout de suite avec les anticoagulants plaquettaires agressifs type prasugrel ou ticagrelor? Eh bien, vous voyez que ce n'est pas si évident que ça. En conclusion, il est fondamental d'essayer de regarder quel est le risque thrombotique et le risque hémorragique de vos patients. Dans le STEMI, il n'y a pas de question. Le risque thrombotique est au premier plan et donc il faut être agressif. Mais par contre, dans le non-STEMI, il est fondamental de stratifier, ce d'autant plus que l'étude ACOS vous dit que vous n'êtes peut-être pas si pressé que ça pour être agressif dans le terme antithrombotique. Et le traitement, il va être à la carte, à la fois l'anticoagulant et l'anticoagulant plaquettaire, en fonction de la gravité de votre patient. Et le plus intéressant à faire, c'est de rédiger un protocole pour avoir en mémoire le score de Grace, les scores, pour pouvoir adapter ces traitements. Et puis, quand vous avez un doute, aussi bien, alors dans le ST+, ça pose pas de question, mais dans le ST-, si vous n'êtes pas sûr de votre coup dans le ST-, il ne faut pas hésiter à aller en choro tout de suite. Il y a des indications maintenant sur le ST-, c'est pas déraisonnable de faire tout de suite la choro dans le ST- pour bien voir quel est le problème coronaire, s'il y a bien un problème coronaire et s'il est vraiment important de donner un traitement antithrombotique agressif. Je vous remercie.